Salut à tous. Salut. Bon, premier podcast de ce genre pour Tatami Connexion. On va faire un récap, mais là le combat en valait la chandelle. Premier combat pour la ceinture pour un Français. Donc il fallait absolument, et en plus on nous l'a demandé, qu'on fasse un combat récap de ce combat de Francis Ngannou contre Cyril Gane pour le titre des poids lourds de l'UFC. Donc récap ceinture à chaud, intérimaire. Récap à chaud, ouais, c'est le On combat vient de on n'a finir. pas tout analysé, on vient de finir le combat là. C'est ça, donc s'il y a des trucs, des fois quand on revoit 2-3 fois le combat, on analyse différemment. Là, on vient de voir le combat, j'ai pris des notes, on en a un petit peu parlé, il est 7h32 précisément. Donc voilà, on fait ce récap à chaud. Donc soyez indulgents. Si jamais il y a des choses que vous avez revues en revoyant le combat, soyez indulgents. Donc premier, ouais, on était obligé de le faire. On a eu beaucoup de demandes dans ce sens. Donc d'habitude je fais un récap écrit. Là je vais faire exceptionnellement un récap donc en podcast. Et puis voilà, comme ça vous avez la chance en plus d'avoir les deux sons de cloche et pas d'avoir que le mien pour une fois. Donc un combat qui était dominé magnifique. qui était magnifique, mais qui était à la base dominé par l'incertitude. Celui qui arriverait à donner un beau pronostic sur ce combat, c'est un génie. On sait que le MMA, c'est déjà très difficile à pronostiquer, mais alors un combat comme celui-là, quand tu as la technique d'un côté, quand tu as la puissance de l'autre, et surtout le knockout power d'un côté, enfin, qui peut faire tout basculer à tout moment, on sentait tout le monde dans l'incertitude. Même les gens qui étaient pour Gane, ce qui était mon cas, on avait toujours au fond de nous un truc qui nous disait ouais mais tout peut finir. J'ai un mec qui m'a mis un commentaire sur Instagram, un message privé, qui m'a dit je vois Gane gagner 7 ou 8 fois sur 10, mais je sais pas pourquoi, je sens que les 2-3 fois là c'est pour Ngannou. Mais alors celui qui m'aurait prédit la décision, on va pas en parler tout de suite, enfin la fin du combat, franchement c'est respect. Respect. Personne n'a prédit ça. Personne. C'est pour ça, arrêtez de faire un BetClick. Franchement, pour le MMA, vous allez perdre que de l'argent, c'est tout. Bon, commençons. On va essayer de faire un petit récap round par round. Je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'on fait ça. On va tenter ça comme ça. 5 rounds en plus, donc le mec il va trop loin. Tu sais, si vous n'avez pas vu le résultat, vous savez déjà que ça va au 5e. Bon, bref. De toute façon, si vous n'avez pas vu le résultat, faut pas regarder le podcast. C'est vrai qu'il faut pas écouter un récap quand on n'a pas vu le résultat, mais bon. Donc, on va faire ça round par round. Round 1, déjà, moi, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il a fait un démarrage à la Overeem. Mais heureusement pour lui, ça s'est mieux fini. Attends, juste un petit truc. Vas-y. Avant de passer au l'entrée. round 1, est-ce qu'on peut... L'entrée. Bien sûr, c'est vrai. C'est parce que je l'ai pas noté, mais c'est vrai, tu as raison. L'entrée, on en parle. Écoute, déjà, la première chose qu'on remarque, Cyril Gane fait son entrée, relax, comme d'hab. Sur ça, il n'y a rien à dire. Ouais, franchement, c'est ceux qui avaient la peur, juste pour ceux qui avaient la crainte de voir un Gane mangé par l'événement et se disaient, ouais, mais jusqu'au bout, il joue la comédie, c'est pas possible, ce mec-là ne peut pas être sans stress tout le temps. Donc forcément, face à Ngannou, il va être stressé. Non, là, il a prouvé que jusqu'à la dernière seconde, il était toujours dans le même rôle. Il danse, il est là, il est décontracté. Il est bien, il est dans son combat. Ok. Moi, au contraire, Ngannou, quand je le vois rentrer, je le sens grave tendu. C'est clair. Dans ses yeux, en fait, dans son regard, je sens qu'il y a un truc. Tu vois, il est pas... Je le sens pas... je sais pas, je le sens pas focus à 1000%. Je le sens pas là. Et puis, c'est pas en accord avec... comment dire, la détermination affichée pendant les conférences de presse. C'est ça, je le sens pas exactement. Il était détendu, il était concentré, il était déterminé. Et c'est vrai que quand tu le vois rentrer dans la cage, je le sens pas déterminé dans son œil. C'est ça, tu me disais, il y avait un espèce de vide dans le regard, quoi. Un truc où tu étais là sans être là. Un peu comme on avait vu McGregor, tu sais. On s'était fait la réflexion McGregor sur le deuxième combat. Deuxième ou troisième, je sais plus, contre Poirier. Merde, j'ai un trou. Je sais plus lequel des deux, mais il y avait un des combats où on s'est dit tout de suite, quand on s'est parlé, on s'est dit, oula, il est pas dedans. Le regard n'est pas dedans. C'était dans le deuxième, parce que dans le troisième, il était déter. Dans le deuxième, on sentait que c'était pas ça. Et donc là, effectivement, il était pas dedans, mais bon, tout s'explique à la fin, quand même, parce qu'on peut en parler tout de suite, parce que, en fait, finalement, l'analyse qu'on a fait round par round, elle va être étayée par cette information. C'est que il nous dit à la fin dans la conférence de presse qu'il s'est fait les croisés avant le combat
Et donc, le fait de s'être fait les croisés, bah, forcément, ça a une action, en Ouais. fait. Ça a une implication. Mentalement, c'est sûr que ça joue. Mentalement, physiquement aussi, parce que, tu sais, on disait, putain, il est pas explosif comme d'habitude, mais tu peux pas exploser de la même manière quand t'es blessé au genou, tu vois, parce que Et t'as à un manque noter de stabilité. qu'il avait des straps aux genoux. Il Ses avait deux les genoux étaient, genouillères. il avait les genouillères, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est la réflexion qu'on s'est faite tout de suite. Et c'est vrai que quand on a vu les genouillères, on s'est dit tout de suite, bon, blessure. Donc on sait blessure à un genou, comme d'habitude, l'expérience prouve que, comme dirait Thomas Njijol, que tu feintes en mettant une genouillère sur les deux genoux, comme ça, bah, tu donnes pas Oui. l'indication à ton adversaire, hein. Et donc voilà, il a la genouillère. Après, moi aussi, je m'étais fait la réflexion, ça je te l'ai dit, je me suis dit, ah, genouillère, peut-être lutte, tu sais. Donc, parce que voilà, tu sais, comme c'est pas un lutteur, tu sais, protéger ses genoux, c'est pas rien, tu vois, quand tu luttes pas souvent, tu vois, entre guillemets. Mais bon, Ouais. c'est vrai que force est de constater qu'à l'entraînement, il l'aimait pas. Dans ce cas-là, tu l'aimais tout le temps. Comme fait un Ousmane, par exemple. Ousmane, à Ouais, et l'entraînement, puis il a c'est toujours ses genouillères. pas. Enfin, je veux dire, les genouillères qu'il met en combat, qu'il avait en combat là, c'est pas des genouillères pour lutter, tu vois, c'est tout fin. Ouais, mais parce que je pense pas que t'aies le droit d'avoir des genouillères avec un rembourrage. Non, 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 t'as pas Donc, le c'est droit, pour donc c'est ça. pour ça, je vois pas l'intérêt de mettre ça pour lutter en Oh, combat. tu sais, des fois, ça rassure. Ouais, C'est peut-être juste ça. psychologique. Hein, tu sais, alors tous ceux qui pratiquent les sports de combat, surtout des sports de combat au sol, on sait tous qu'on a. Enfin, moi, par exemple, je mets une genouillère à mon genou gauche. Quand tu vois la gueule de la genouillère, je suis pas sûr qu'elle tienne grand-chose, tu vois. Mais psychologiquement, ça me rassure. Donc voilà, tu sais, j'ai une ancienne blessure. Je pense que je pourrais tourner sans, mais ça rassure. Donc voilà quoi. Donc, commençons. Round 1, on a dit démarrage à la overeem, il cherche à coller à la cage. Donc déjà, la stratégie, elle est claire. C'est déjà d'essayer d'épuiser Pour Francis, Cyril Gann, tu Francis parles de Cyril directement à la Gann. cage. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bah, quand je dis démarrage à la overeem, ouais, c'est-à-dire la stratégie qu'on peut mettre en place face à un Francis où tu te dis, on va éviter qu'il nous fasse une Jairzinho, tu vois, par exemple, et on va Ouais. essayer au moins de casser tu sais, de prendre ses marques, parce que c'est dans le début d'un combat qu'on peut se faire piéger, tu vois. Souvent, en début de combat, t'es pas dedans, tu te fais piéger. Donc, c'est bien. Tu vois, par exemple, un Cowboy Cerrone amène les adversaires au sol au début du combat, dans le premier round, parce que justement, c'est une manière pour lui de se mettre dedans. Il l'a dit. Bah Ouais. là, tu sens que c'est pareil. C'est une manière de se mettre dedans, de jauger un peu la puissance. Et d'ailleurs, tu vois que dans le premier échange, niveau puissance, Ngannou, il est très fort parce qu'il met un avant-bras sale sur la mâchoire de Gann. Il repousse sa tête. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je me dis, ah ouais, la lutte à la cage, ça va être très compliqué parce que il est vraiment puissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Donc, et d'ailleurs, tu vois que changement de paradigme, changement de stratégie, tu vois un peu Gann qui ressort, et là qui commence à faire du Gann, comme on l'aime. Et d'ailleurs, qui, moi, me surprend déjà dans un premier temps, parce que tu te dis, il est face à Ngannou, il peut se faire coucher à n'importe quand, et il envoie des coups de pied retournés. Non, mais Le c'est type ce qu'on disait le type est détendu. dans notre prono. C'est ce qu'on disait dans notre prono. Finalement, s'il fait ce qu'il sait faire, ça va passer. Faut pas être crispé contre Ngannou. Et C'est tout ce ça, qu'il a fait, ça a fonctionné. c'est ça. Donc c'est là qu'on commence à voir une domination vraiment de Gann en fait en striking. Coup de pied retourné, genou au corps aussi. Il a envoyé des genoux au corps, enfin notamment un genou au corps moi qui m'a marqué, qui était très puissant, qui a très bien touché. L'ouverture elle était parfaite et je me dis voilà, si c'est vrai ce qui a été dit sur les histoires de la vidéo, comme quoi il a couché Ngannou au corps avec un coup de genou, je me dis dans la stratégie c'est normal qu'il les inclue. Donc déjà, Ah ouais, moi, ça c'est me pas donne un peu anodin. de véracité, tu vois. Je me dis, voilà, cette histoire, elle est vraie. Tu vois, je me dis, cette histoire, elle est vraie parce que même si c'est un habitué des coups de genoux, la manière dont il l'a mis, tu sais, l'intention avec laquelle il a mis les coups de genoux, parce qu'on sait que Gann, dans les premiers rounds, il touche jamais vraiment durement. Mm. Pourtant, là, il a touché durement sur celui-là, et je me dis, voilà, on sait que les coups, et d'ailleurs, je pense que les coups de pied retournés, parce que les coups de pied retournés qui ont été donnés, c'était en side kick, en fin de coup de pied, tu sais, c'est des coups de pied au corps. Et on sent que vraiment, il cherche à frapper. On sent que la faille, Ah, elle il est veut au le corps. couper en deux. Il veut le Voilà, couper en il deux. veut le couper en deux. Donc voilà. Et suite à ça, il y a encore des échanges. De toute façon, dans ce combat, il y aura énormément d'échanges à la cage, de contrôle à la cage. Et tu vois que, contrairement à ce que je pensais au début du round, tu vois que Gann, il est quand même dominant. C'est Ouais. pas du Bah, tu sens 50-50, pas. moi je dirais du 60-70
40 ou 30 en faveur de Gann. Ouais. Bah, tu sens déjà que moi, la question que je me posais, c'était la puissance. Est-ce qu'il allait avoir un déficit de puissance? Et sur les premiers rounds, tu sens pas vraiment de déficit de puissance. Non, il n'y a pas de déficit de puissance du tout. Tu sens que même quand il est dos à la cage, il arrive bien à mettre les bras en underhook, tu sais, sous les aisselles pour garder Ngannou et pas se faire amener au sol. Il arrive à retourner la situation, à coller Ngannou à la cage, à sortir du clinch proprement. Et après, quand on est dans des phases de boxe, il est ultra dominant. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Au début, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Ça envoie pas. De part et d'autre, ça envoie pas énormément. Mais par contre, on sent que la gestion de la distance, on sent que l'œil, il est là, qu'à chaque fois qu'il envoie une frappe, il a toujours une main en protection, que tous les crochets, par exemple en contre d'Ngannou, ils tombent toujours dans la garde. Et franchement, il y a aucun. Encore une fois, on n'a encore vu aucun signe de défaillance de la mâchoire de Gann. Non, aucun. Donc, donc Ngannou, il cherche quand même vachement la lutte. Et tu te dis à ce moment-là, moi la réflexion que je me dis, putain, il n'est pas confiant dans sa boxe. Il sent que ça y est, c'est un souci. Et donc, il va chercher plus à lutter. D'ailleurs, ça va se confirmer après par la suite. Donc, fin du premier round. Enfin, je sais pas si tu as un truc à dire en plus sur ce round, mais fin du premier round, moi, je vois 1-0 pour Gann. Et là, tu te dis, ça sent bon. Voilà. Moi, franchement, je voyais mon pronostic là. Je me dis, ça y est, c'est bon. Il va dominer le combat. Il va annihiler Ngannou. Et donc voilà, il va faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire faire en sorte de nullifier le style de l'adversaire. Et moi, mon prono, c'était Ngannou par KO deuxième. Franchement, après avoir vu le premier round, je me dis impossible qu'il le mette KO. Parce que je le sens pas dedans. Je vois qu'il explose pas du tout. Même sa vitesse, lui qui est très rapide des bras. Mais il y a rien. Ses coups, ils partent pas en fait. Tu sens ça part pas. Donc là, je me dis c'est cuit. C'est clair. Et ça s'explique parce que quand t'as pas tes appuis au sol, de toute façon, on sait que la puissance des coups vient des appuis au sol. Même si Ngannou a prouvé que même avec les deux pieds décollés, il pouvait te mettre KO. Mais bon, il faut que tu aies des appuis forts. Tu vois. Et lui, on sait qu'en plus, il est très ancré. Comme Gann est loin, il a besoin de couvrir de la distance pour aller le chercher. Et sans ses appuis, il peut pas couvrir cette distance. C'est clair. Par contre, il y a une chose qui m'a marqué, je te l'ai dit, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Dans le premier round, là, quand on en discutait en live, Ngannou était très en pression. Tu sais, comme face à Miocic, il cadrait bien, il coupait bien les angles. Il était vraiment en train de suivre Gann. Et Gann, au début, je le sentais. Tu vois, je sentais qu'il avait du mal quand même à sortir, à fuir. Dans le sens où, c'est ce que je t'ai dit, on le voit rarement aussi près de la cage. Le dos aussi près de la cage. Donc, pardon, je tout-saute encore un petit peu, désolé. Donc ouais, c'était un truc où je me suis dit quand même. Tu sais, avant de voir la tête de Francis au deuxième round, au début du deuxième round, je me disais quand même, c'est un point qui est à noter. Round 2, on voit Ngannou. En fait, j'ai eu l'impression de revoir le Ngannou face à Miocic 1. Exactement. Épuisé. Bouche ouverte, épuisé, fatigué. Bouche plus couverte. Il gobe l'air. C'est impressionnant. Pourtant, il n'a pas pris énormément de frappes. Il n'y a même pas eu un rythme de fou sur le premier round. C'est-à-dire que contre Stipe, ici, on peut comprendre qu'il soit fatigué parce qu'il a fait un premier round de folie, où il a tout envoyé à pleine puissance. Alors que là, mis à part un peu de contrôle à la cage, il a pris quelques coups au corps, mais c'était pas fou, tu vois. Non, ouais, mais je pense que la lutte à la cage, et puis peut-être le stress, hein, tu sais, la gestion du stress, on sait très bien, on le voit, par exemple, Burns contre Ousmane, tu sais, c'est pas la fatigue de l'échange véritablement qui l'a épuisé. C'est la fatigue, le stress du combat. Tu sais, le fait qu'il ait eu un pic d'émotion et qu'il soit redescendu. Et là, j'ai l'impression que, comme on a dit, il n'était pas dedans au début et que niveau énergie, tu sais, le manque de confiance en soi, la préparation mentale, le manque de confiance en soi l'a fatigué. Là, j'ai un élève, par exemple, avec qui je travaille là, énormément en ce moment, là, qui veut faire de la compétition. Il est super quand il est au-dessus et dès que tu le renverses, son visage il se crispe, il augmente sa respiration et tout ça, parce que psychologiquement, pour lui, il a perdu. Et donc, tu sais, il va pas. En fait, l'image de l'effort qu'il va devoir fournir, le fatigue avant même qu'il le fournisse. Tu vois ce que je veux dire? Et je travaille mentalement avec ça, avec lui. Et là, je pense que c'est pareil. Il s'est dit, putain, le toucher en boxe, ça va être très compliqué. En lutte à la cage, je fais pas parler plus que ça ma puissance. Et je pense qu'il a dû se projeter sur je vais passer une sale soirée. Tu sais, et donc ça l'a fatigué psychologiquement. Et d'ailleurs, on le voit, hein, dès le début des échanges de front
où tu vois le front de Gane qui est puissant, qui est précis et qui est à l'image de sa boxe habituelle. Et Ngannou, tu sens qu'il l'envoie, mais il touche pas. Mais il est même pas dans l'intention de toucher, d'aller chercher la distance pour toucher. Il l'envoie pour l'envoyer. Par contre, il a fait beaucoup de choses pas mal dans le combat, c'est qu'il envoyait beaucoup de petits fronts. Déjà, il a envoyé beaucoup de front kicks, beaucoup plus de jambes que d'habitude, et beaucoup de petits fronts dans le genou de Gane pour le maintenir à distance. Et ça, par contre, il a été efficace là-dessus. C'est juste une parenthèse, mais elle me revient en tête, donc voilà. Donc échange de front qui, à mon sens, pour Ngannou, n'était pas crédible. Enfin, tu vois, c'était, tu sais, en fait, ça venait illustrer le fait qu'on voyait qu'il était fatigué. Et là, on voit un Gane qui commence à dérouler. Il commence à envoyer son jab, chose qu'il n'a pas trop fait dans le premier round. Et le jab, on voit dans les ralentis qu'il marque bien. On sent qu'il est puissant. Coup de pierre tourné aussi. Le coup de pierre tourné, de toute façon, ça va être un... Et sur tout le long du combat, il va envoyer. Dès qu'il sera debout, il va en envoyer. Donc, je pense que c'était... Ouais, je pense que c'était une bonne stratégie parce que finalement, le coup de pierre tourné, on peut croire que c'est un coup de pied risqué, mais pas tant que ça. Parce que quand on voit ton coup de pierre tourner, ta tête, elle est loin. Le seul truc qui se passe, c'est si jamais le mec rentre dans le timing et vient passer dans ton dos, tu vois ce que je veux dire? Et vient tu vas te coller dans le dos, tu vois. Mais bon, on sait que la vitesse d'exécution de Gane, elle est bonne. Et donc finalement, c'est un coup de pied où ta tête, elle est loin. Encore plus que ceux qui la font façon capoeira, où là, la tête, elle est au sol. Et là, tu peux prendre 0 contre, tu vois. Et on voit Ngannou qui envoie des jambes, mais qui commence à envoyer des low kicks, mais sans conviction. En fait, dans ce round-là, vraiment, on voit que Gane, il déroule sa boxe. Il commence à dérouler sa boxe. Et Ngannou, il subit. Il envoie, mais il subit. Complètement. Pour moi, il est en train de... psychologiquement, il est en train de lâcher dans le deuxième round. C'est ça. Et là, on se dit, bah voilà. Et on se dit, et d'ailleurs, Lopez aussi se dit, parce qu'on va en parler, mais donc on voit le retour à la cage. On voit donc très peu de choses à dire dans ce round 2, mais on voit le retour à la cage et on voit qu'il est vraiment plus dedans, c'est ce qu'on est en train de dire. Et là, Lopez, qui l'a senti, demande à Gane d'accélérer. Ouais, début du troisième round. Début du troisième round, il lui dit voilà, maintenant c'est le moment, il faut que tu accélères et c'est là où tu vas finaliser le combat. Et c'est là où tu vois, comment dire, que Lopez, c'est pas, en fait, tu sais, quand il y a eu l'échange, moi à mon sens, hein, quand il y a eu l'échange avec les vidéos, avec le trash talking, avec les conférences de presse, tous ces trucs-là, qui étaient censés déstabiliser Ngannou, tu regardes avec le recul là du combat et tu te dis qu'en fait le seul qui s'est déstabilisé c'est Lopez. Moi je le sens comme ça. Je le sens comme ça, tu sais pourquoi? Il a toujours eu, Lopez, il a toujours eu cette vision de vouloir finir, tu vois, de vouloir faire le show, de non seulement gagner, mais de gagner en finissant, en faisant mal, pour avoir des bonus, etc. C'est sa vision. Oui, c'est sa vision. D'ailleurs, on voit dans Ares, c'est ce qui prône. Enfin, tu vois, voilà, c'est ce qu'il met en avant. Mais je pense que c'était encore un peu trop tôt. Tu vois, je pense qu'il a un peu rushé le fait d'accélérer. Parce que, vu dans l'état dans lequel Ngannou il était, je suis pas sûr que s'il prenait un troisième round comme le deuxième, là, je pense que c'était fini. Là, tu le brisais vraiment. Là, tu sais, il n'était pas encore assez brisé. Il était fatigué, mais il n'était pas encore assez brisé. Et il lui demande d'accélérer. En fait, tu as le temps. T'as le temps. Et tu sais que t'as pas eu vraiment de phase de lutte énorme sur le deuxième round, mais tu sais que quand tu as des phases de clinch avec un Ngannou, quand même, tu laisses quand même des plumes du niveau cardio. Exactement. Et je pense que donc, en fait, la stratégie de fatiguer Francis à la cage, ça s'est retourné contre Cyril Gane. Je pense qu'il s'est plus fatigué lui que Francis. Alors, je sais pas, parce que voilà, on va parler du troisième round, et je suis pas sûr que ce soit les phases de clinch qui l'aient fatigué, parce que voilà, on voit, il démarre le round, bon, échange de pieds-points, et là il envoie un front kick, et là, les planètes étaient alignées. Il y a Francis Ngannou qui attrape le front kick, qui passe en dessous, qui arrache, mais en puissance, mais magnifique, Gane, qui l'amène au sol. Et moi, je pense que c'est là le tournant du combat. Et c'est là où les cartouches de Gane ont été épuisées. Je pense pas que ça soit les phases de clinch qui les fatiguaient. Pardon. Je pense que c'est surtout ce moment-là. Parce que on voit, t'as 116 kilos sur toi. Passage au sol, il prend un début de monte, il tente de prendre le dos, il pèse énormément sur Gane, même si Gane gère bien l'effort, il arrive à canaliser les tentatives au sol d'Ngannou,
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu de frappes. On sent que Ngannou, il est encore fragile sur son sol. Il a énormément progressé, on en parlera à la fin, on va faire un bilan des forces et des faiblesses de chacun. Mais on sent que quand même le fait que Gane arrive à canaliser le sol d'Ngannou et cherche à se relever, soit quand même dans des positions où il arrive quand même à se glisser, à se faufiler pour se relever. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il se relève très bien sur cette amenée au sol. Mais donc ça fait en sorte que Ngannou n'a pas cherché plus que ça à frapper. Il a frappé un petit peu quand... C'est valable pour les deux, ça. En fait, quand ils sont sur le dos, enfin quand ils sont au-dessus, je veux dire, ils peuvent pas et contrôler et frapper. Non. S'ils frappent, ils perdent la position. Donc ils étaient exactement dans le même cas finalement. Celui qui était au-dessus, il devait bloquer la situation pour rester au-dessus. Mais il pouvait pas travailler plus que ça. Et donc il y a effectivement, c'est vrai, et donc on voit Gane qui arrive à se relever. Techniquement, hein, franchement, par contre là-dessus, il est propre, super propre. Et il retourne dans une phase de clinch qu'il domine. Il domine au point qu'il arrive à nous remettre son petit coup de coude, tu sais, pas retourné, mais tu sais, par en dessous, en sortie de clinch. Il se penche en avant, ouais. Comme il a fait à Derek Lewis. Ouais, il touche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait dans notre analyse. Gane ne laisse jamais une sortie de clinch à l'abandon. C'est-à-dire qu'il a toujours quelque chose qui fait qu'il ne va pas prendre de contre. Donc, et là, il le prouve encore une fois, il arrive, coup de coude. En plus, c'est intelligent de mettre ce coup de coude là parce que tu peux pas prendre de contre. T'es trop près pour un uppercut, enfin, tu vois, tu peux pas vraiment prendre de crochet, et t'es trop près pour prendre un genou ou quelque chose comme ça. Et comme ça, le mec juste, il prend son coup de coude, et toi, tu ressors, et quand t'es sorti, t'es bien, tu vois. Et là, il remet la marche en avant sur la boxe, et il nous fait un magnifique high kick. Franchement, là-dessus, fabuleux. Le high kick jambe avant. Il y a les deux, il y a le coup de pied retourné, il y a le high kick jambe avant. Donc franchement, fabuleux. Et une nouvelle fois, on a un Ngannou qui sent que son salut viendra par la lutte. Et il emmène une nouvelle fois Gane au sol. Défendu par une tentative de Kimura debout, en fait, sur le clinch, enfin le fait qu'il soit ceinturé à l'arrière par Ngannou. Il rentre son bras, il attaque la Kimura. D'ailleurs, petit clin d'œil à la seule soumission que Ngannou avait mis à l'UFC, c'était ça. C'était sur un clinch comme ça, il prenait la Kimura, il l'avait suivi au sol. Et donc là, il tente ça sur Ngannou, sauf que Ngannou, beaucoup trop puissant. Elle aurait pu passer, hein. Elle aurait pu passer parce que il arrive à sortir la main de Ngannou de son ventre, entre guillemets. Il arrive à la passer derrière. Donc et ne pas croire que parce qu'il est pris en position latérale, qu'il ne peut pas mettre la Kimura, parce que la Kimura, elle passe. Et j'ai la preuve, c'est que dimanche dernier, ou dimanche d'avant, j'ai un de mes élèves qui a placé ça sur un autre combattant, enfin, tu vois, et un combattant expérimenté, un combattant pro de MMA. Clairement. Et il lui met exactement celle-là. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à cette action-là. Il lui place cette Kimura, et j'ai repensé à mon élève qui a fait cette soumission-là un dimanche matin. Là. Et le seul truc, c'est que la défense, quand on est pris en Kimura, c'est de tendre le bras. Et Ngannou, avec sa puissance, une fois qu'il a tendu le bras, c'était fini. Ouais. Et donc après, le combat va se finir au sol, quoi. Ouais, il prend sa position, il est fort sur sa position, il écrase bien, il continue à fatiguer Gane. Et et il le fatigue bien. C'est là où en fait vraiment c'est ce round là qui est le tournant du match. 2-1 en faveur de Gane toujours pour l'instant sur les rounds. Et donc on le voit revenir à la cage. Et là on voit tu sens un changement. Change. Tu sens que Gane il commence à fatiguer, et tu sens que Ngannou il a trouvé peut-être une issue de secours, tu vois. Parce que s'il n'avait pas finalement s'il l'amène pas sur le front kick de Gane, peut-être qu'il tente même pas la lutte dans le combat, tu vois. Ouais. S'il n'arrive pas à l'amener. Et là, on sent et là, il arrive et il est dedans. C'est ça. Et plus que le front kick, la deuxième amenée, tu sais, c'est là où tu te dis, parce que la première, tu peux te dire, bon, c'est un coup de chance. La deuxième, quand il l'amène, tu te dis, c'est bon, il est fatigué, je peux l'avoir, et c'est là que j'aurai la réussite du combat. Et ce qui est marrant, c'est que t'as pas encore, t'as une fatigue de Gane, mais t'as pas encore le regain d'Ngannou à l'entrée du round 4. Tu sens que les deux là, ils sont fatigués. Tu sens que les deux, tu vois, c'est pas encore consolidé encore dans la tête de Ngannou qui peut encore gagner ce combat.
Tu vois, parce qu'il faut encore se méfier de la boxe de Gane. Et bon, l'amener au sol une fois, tu sais qu'il a une minute de récup, tu sais qu'il a un bon cardio. Donc ça peut encore faire la différence. Et là, en fait, je pense que le round, dans l'inter-round, ses coachs, ils lui ont dit voilà, il est fatigué, il faut que tu capitalises là-dessus. Parce qu'on voit tout de suite à l'entrée donc de ce 4e round, là on est dans le 4e round, que Ngannou, il va chercher les low kicks. Donc, parce que, étant donné que les déplacements de Gane, bah, forcément, ils sautillent moins. Hein. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. On en a parlé pendant le podcast. Tout le début du combat, et même jusqu'à la fin en soi, mais même si ça s'amoindrit au fur et à mesure. Mais les déplacements, le positionnement, la main droite qui touche la main gauche de Cyril, de Francis, pour garder la distance, un peu comme fait McGregor. Tout ça, ça fait qu'en fait, il était toujours hors distance de frappe d'Ngannou. Et c'est pour ça qu'il prenait zéro risque. En fait, quand on regarde, il a jamais été en danger sur une phase de striking du début à la fin. Donc, soit il était à longue distance, soit il était à courte distance. Enfin, il cassait la distance. C'est ça. Et dans les deux cas, il était serein, quoi. Il était bien. Lui, il pouvait dérouler sa boxe. Et Ngannou, jamais il a pu imposer quoi que ce soit en boxe, du début à la fin. Alors, est-ce qu'avec les genoux valides, ça aurait été différent? On ne le saura pas tout de suite. Je ne dis pas qu'on le saura jamais, parce que je pense qu'il pourrait y avoir... Enfin, ils vont se réaffronter, de toute façon, on est chez les lourds, donc forcément, Gane, je ne le vois pas se faire battre. Même s'il a montré une faille, là, on en parlera tout à l'heure, mais je ne le vois pas forcément se faire battre par les autres prétendants. Donc, ils vont se retrouver. Si, niveau contrat et tout ça, ils arrivent à se mettre d'accord avec l'UFC et Ngannou, je pense qu'ils vont se retrouver très, très rapidement. Bref, fermons la parenthèse. Et plus que les low kicks, il envoie aussi beaucoup de frappes au corps. Là, il commence à envoyer des jabs au corps, ce qu'il a fait contre Miocic 2. Et on sent qu'il cherche à user une nouvelle fois Gane. C'est vraiment ça. Bah, c'est intelligent parce que quand on a un adversaire mobile, on sait que la tête, c'est une petite cible finalement à toucher. Donc la plus grosse cible, c'est le corps. Tu touches le corps, t'es sûr de toucher. C'est ça. C'est ça. Bon, même si les déplacements de Gane font qu'il aurait pu sortir, mais là, vu qu'il était beaucoup moins mobile, même s'il sautillait encore, il était un peu plus lourd sur ses appuis, donc forcément, c'était plus facile. Et puis, mine de rien, tu acceptes plus les frappes au corps. Enfin, tous les boxeurs qui écouteront ce podcast ne me contrediront pas, je pense. Une frappe à la tête, tu l'acceptes pas parce que tu as le KO. Une frappe au corps, tu peux l'accepter parce que voilà, tu as les abdos, parce que voilà, c'est un truc où tu bloques un peu moins. Bon, faut pas jouer trop longtemps avec ça parce que tu peux être coupé, hein, une frappe au foie ou quelque chose comme ça, mais un direct au corps comme ça, bon, venu de loin, tu le bloques pas forcément. Et là, on voit Ngannou qui relance la machine des takedowns. Et là, c'est le tournant du match. Parce que là, c'est là où c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion et après on a entendu Taylor Lapillus dire la même chose. Ngannou nous fait du Ousmane. Il nous fait du Ousmane. C'est là qu'on s'en rend compte. Vraiment, Ousmane qui était dans son coin d'ailleurs, et on voit qu'il a même s'il n'est pas souvent avec lui, enfin, je pense qu'il s'entraîne pas, mais il a une grosse influence. Je pense qu'il discute beaucoup et que c'est un peu comme son préparateur mental, tu vois. Et dans la gestion des combats. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. Hein. Il le prend comme ça. Hein. Ouais. Et pour le coup, ça s'est ressenti et ça se ressent grave. Parce que vraiment, on a vu qu'il l'emmenait au sol. Dès que Cyril il essayait de se relever, tu voyais Gane qui revenait et qui faisait qui continuait à le contrôler en fait pour le ramener au sol. Et c'est là où tu sens que ces phases, ces échanges-là avec quelqu'un d'aussi puissant et aussi lourd qu'Ngannou, vraiment, tu sens que ça t'épuise, ça te fatigue. Et il n'y a pas eu de précipitation. Tu vois, quand Gane était en turtle et que donc à quatre pattes et que Ngannou était dans son dos, il aurait rushé, il aurait lâché la ceinture du dos, et il aurait cherché à la frapper à la tête. Là, il était en contrôle. Ouais. Voilà, il s'est dit je vais le contrôler, je vais gagner le round. Il a été très intelligent. C'est ça. Il sait qu'il est en retard, il sait qu'il est mené 2-1 et donc il faut gagner. Et je pense que c'est ce que Kamaru Usman a dû lui dire. Il lui a dit voilà, si tu as la chance de l'amener au sol, contrôle-le. Et d'ailleurs, tu le vois, il y a très peu de frappes. Alors déjà, je pense qu'il y a très peu de frappes parce que le positionnement et le fait que Cyril Gane soit toujours à deux doigts de se relever, entre guillemets, tu vois, il est toujours dans une position où il peut fuir. Et donc déjà, ça n'aide pas à contrôler pour frapper.
mais tu sens qu'aussi la volonté, c'était de le maintenir au sol. Et c'est là où tu as vu qu'il y avait peut-être plus d'expérience et de maturité chez Ngannou. C'est à ce moment-là par rapport à Gane. Enfin, par rapport à Gane dans le prochain round, dans le round 5. Ouais. Tu vois? Complètement. donc ouais, pour le coup, vraiment grosse preuve de maturité et on sent qu'il y a une grosse progression là-dessus de Ngannou. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce round? Non, non. Et là, on sent vraiment, par contre, pour le coup, que au fur et à mesure du round, Ngannou, il reprend vraiment confiance, tu vois. Et tu sens, moi, je sens Gane plus douter. Il a jamais vécu ça. Oui, c'est ce que tu m'as dit quand il était dos à la cage. Tu m'as dit, on voit dans ses yeux qu'il est dans le doute. C'est là où on a un petit point de désaccord c'est pas dans le doute, c'est que je le vois regarder son coach et je le sens un peu sans solution, tu vois. Même si techniquement il sait quoi faire, quand t'as Ngannou sur toi qui veut te contrôler, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, je pense que tu sors pas comme ça. Et ça aurait été plus simple si Ngannou avait cherché à le frapper finalement, il serait relevé. Oui. Mais le fait que Ngannou cherche à bloquer le jeu et vraiment à le contrôler, je pense que quand il est sur toi et qu'il ta ceinture, c'est fini, tu bouges plus. Mais tu le vois, hein, de toute façon, quand il tient la main, le poignet, tu sais, tu me disais, il cherche la Kimura, mais en fait, je pense qu'il cherchait plus à annihiler le bras, tu sais, à tuer le bras et à tenir le poignet, parce qu'on sent que c'est quelque chose qu'il fait souvent, enfin, tu vois, il l'a fait contre Miocic et tout ça, il a tellement un grip fort que quand il tient un poignet, laisse tomber, tu sais que le bras, il l'utilisera plus, et que de toute façon, Gane, il a besoin de ses appuis pour se relever. Donc, si tu lui enlèves déjà un des appuis, déjà, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, il était dans cette logique-là. Il était vraiment dans cette logique-là. Donc voilà, et on arrive donc fin de 4e round, de partout, balle au centre, et là, Round tout doit décisif. se jouer dans ce dernier round. Et oui, et je pense que, tu sais, je pense que Gane, quand il est dos à la cage, moi je te dis, je le sentais encore serein, mais je pense qu'il attendait plus la fin du round, et qu'il s'est dit, je veux pas cramer trop d'énergie et essayer de me relever, je sais que ce round il est mort, et voilà. Moi je le sentais plus dans l'attente. Tu sais, un peu, et c'est marrant, et alors c'est très drôle, mais alors, vous allez nous dire qu'on parle souvent de Conor McGregor dans ce podcast, mais c'est pas parce qu'on en parle, c'est pas une question d'être fanboy, mais il a apporté beaucoup à la discipline, tout le monde le sait, et là, je sais pas pourquoi, mais Ngannou, je retrouve un McGregor. En fait, finalement, j'ai l'impression que l'empreinte de McGregor sur Ngannou, qu'est-ce que je vous raconte, sur Gane, elle est très très forte. Dans le style, dans la boxe, mais même quand tu le vois dans les phases au sol, je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai déjà vu McGregor notamment face à Khabib Nurmagomedov, Khabib. quand il est dos à la cage, tu vois ce même regard où c'est pas tu sens pas de l'impuissance, mais plutôt du bon, allez, je temporise. C'est pas grave, j'attends, j'aurai mon temps après. Tu sais? Bah, ça C'est reste ce de truc où tu l'impuissance. regardes. Oui, c'est de l'impuissance, mais c'est pas une impuissance dans le sens où tu te dis j'aurais. En fait, c'est une impuissance sur le moment, parce que tu attends, mais c'est pas une impuissance où tu te dis ça y est, le combat il est mort. Tu vois, j'aurai pas de solution après. Ouais. Tu vois, il est dans le truc plutôt bon, j'attends, je regarde le chrono, voilà, le round va se terminer, on va se relever, puis j'aurai mon temps après. Tu vois, je le sens plus comme ça. Non, moi je le sens douter. Ah, c'est là que je te dis, on a un petit point de désaccord. Je le sentais pas plus en doute que ça. Il était encore serein, quoi. Enfin, il n'y avait pas de, j'avais pas de soucis. Enfin, je sais pas. Bref, passons à autre chose. On va pas passer 2 heures sur sur Donc, ce il y a regard. 2 rounds partout. 2 rounds partout, entame du round 5. Et là, c'est là où tu vois la bascule. On voit Gane fatigué et on voit un regain d'énergie et de confiance chez Ngannou qui est flagrant. Déjà dans sa posture, quand il est dans le coin, on sent vraiment qu'il est beaucoup plus droit. Il a toujours la bouche un peu ouverte, mais parce que ça, c'est un signe de fatigue chez Ngannou. Ça se voit tout de suite dès qu'il a la bouche ouverte, on sait qu'il est mort. Mais on sent, voilà, on sent qu'il a un regain. Comme quoi, le mental, et c'est ce que je disais tout à l'heure, joue énormément dans l'énergie, dans la gestion de l'énergie. Quand vous êtes fatigué, plus vous grimacez et plus vous allez être mort physiquement. Plus vous allez sourire, plus vous aurez un visage décontracté et plus vous allez retrouver de l'énergie facilement. La technique un peu thaïlandaise, tu vois, à sourire tout le temps. Et donc là, on voit dans sa posture qu'il est bien, qu'il est vraiment bien. Et on voit de l'autre côté, on a le camp de Gane avec un Lopez qui lui dit c'est maintenant quoi. Tu recules plus, faut que tu avances, Ouais. il faut que tu lâcher les t'abattes. coups. Faut lâcher les coups. Et je pense que c'était la solution, mais peut-être le fait de pas reculer. Je parle pas de lâcher les coups et de chercher à le finir.
Tu vois, parce que on l'a dit tout à l'heure, à l'entame du round, c'était quel round? Où il lui dit Lopez, c'était pour le round 3. Pour le round 3, il lui dit il faut que tu cherches à le finir, tu vois, il faut que tu l'accélères. Mais je pense que plus que d'accélérer, c'était peut-être pas la bonne solution, c'était plus ne pas reculer. Tu vois. Et dans le round 5, c'est trop tard. Bon, c'est pas trop tard parce que dans le début, on sent qu'il va être là, qu'il va être dedans, le fait de pas reculer, ça va le mettre en position de force. D'ailleurs, c'est très clairement, ça va le mettre en position de force. Mais s'il l'avait fait plus tôt, je pense que ça aurait pu changer le combat. Parce que justement, il aurait été peut-être moins aérien, il aurait peut-être envoyé moins de jambes à distance, parce que il était encore à distance. Tu vois, il aurait cherché plus l'anglaise peut-être. Et donc, ça aurait été. Bah, après, on refait le match, hein. C'est toujours plus facile après qu'avant ou pendant. Mais c'est peut-être au round 3 qu'il aurait dû dire ne recule plus. Et non pas finis-le, tu vois, entre guillemets. Parce que c'est ça l'idée qui était il est fatigué, finis-le. Il aurait dû lui dire recule pas, mets-lui la pression. Il fallait l'entamer physiquement. Et donc là, il lui dit ça à l'entame du round 5. Et force est de constater par contre que ça marche, tu vois. Ça marche vraiment. Il vient, il recule pas. Et il commence à faire reculer Ngannou. Et c'est la première fois qu'on voit Ngannou reculer dans le combat. Ouais. Et justement, le fait qu'il recule, Ngannou il envoie une frappe de poing, logiquement, parce qu'il veut reprendre l'ascendant psychologique sur le combat. Et là, ce que j'avais prédit, c'est fait un peu tard, mais c'est ce qu'il fallait faire. On voit Gane qui descend, single leg, parfait, magnifique. Ouais, Il le prend. timing, il est magnifique. Le timing est magnifique, et techniquement, c'est magnifique, parce que il recule. En fait, il prend le single, il recule, il pivote, il fait tomber Ngannou. Il l'a fait. Aucun effort. Aucun effort, ça demande aucun effort. Mais bien sûr, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Un single leg bien réussi, c'est ça. Tu prends aucun risque, pas de sprawl possible parce que tu recules. Et là, dans la rotation, le mec tombe. Donc vraiment, c'était fait, mais à la perfection. Et là, donc, on voit Gane qui prend l'ascendant, qui prend le contrôle. Il est dans la demi-garde, il est là, il a le contrôle. Et mince, mais pourquoi le manque d'expérience? Et c'est à ce moment-là où tu te dis, il avait prédit une soumission et il est resté. Et c'est la première fois qu'on voit Gane qui sort de sa logique de il faut que je gagne, tu vois, je dois minimiser le risque pour gagner, tu vois. Il avait dit je vais le soumettre et il fait quoi? Il tente une tentative de clé de talon. Alors c'était beau hein, je pense pas qu'il voulait absolument le soumettre, je pense pas que ce soit ça le problème. Moi je pense qu'il a senti qu'il n'arriverait pas à le contrôler. Parce qu'on sent que Ngannou commence à remonter sur son bras, il rentre un peu, il a le bras sous l'aisselle, il commence à remonter. Il y a une phase comme ça. Et je suis persuadé que Gane se dit, je vais pas réussir à le contrôler et on va repartir debout. Eh ben tu te relèves. Et il voulait pas. Ouais, mais je sais pas. Il était bien au sol, je pense qu'il était vraiment fatigué. Et il part sur cette clé de talon. Je pense que c'est ça qui se passe. Ouais, il veut pas se relever, il veut pas prendre le risque, parce que s'il se relève, il peut prendre le risque de se faire amener lui aussi à son tour, vu qu'il vient de se faire amener les 2 rounds précédents. Donc je pense qu'il veut rester au sol, au-dessus. Il sent qu'il n'arrive pas à le contrôler. Il va pas réussir à le contrôler tout le round. Et là, il part sur la clé de talon. Alors que c'est une erreur, parce que tu sais que si tu passes en latéral sur... En fait, dans la demi-garde, je suis d'accord, Ngannou, il peut se relever. Il avait juste à passer la demi-garde et prendre en latéral. Et là, je suis sûr qu'il pouvait le contrôler, tu vois. Et c'est là où tu vois le manque de maturité au sol, qui est en corrélation avec ce qui est dit par Lopez. Qui dit que de toute façon il arrive à faire des soumissions, des trucs un peu extraordinaires à l'entraînement, des twisters, des trucs comme ça, mais par contre la base il l'a pas. Il l'a pas et j'ai l'impression qu'il l'a toujours pas, entre guillemets. Attention à toute proportion gardée, mais en tout cas s'il y a vraiment un truc à travailler et à continuer à travailler chez lui, c'est ça. Parce que là effectivement il part sur un truc extraordinaire, il part sur une clé de talon, et la clé de talon c'est qui tout double. Tu l'as réussi ou l'adversaire remonte. En tout cas, si tu sais pas faire la position. Voilà, si tu sais pas faire les transitions. Surtout à ce poids-là, en fait. Surtout à ce poids-là et à ce niveau de fatigue. Tu vois, on est au 5e round. Tu sais que le mec qui attaque la clé de talon, il sera sur le flanc. Ça va être trop fatigant pour lui de remonter. Tu sais que s'il rate sa clé de talon, c'est Ngannou qui remonte automatiquement au-dessus. Ouais, mais alors, à moins que tu maîtrises les transitions, tu vois. Et d'ailleurs, tu sens. Alors, il attaque. Alors, c'est marrant parce que. Il attaque une première clé de talon qui est vraiment avortée tout de suite par Ngannou. Il arrive à faire une belle transition, il reprend une autre clé de talon qui ne passe pas. Parce que, alors attention, on va rentrer dans le détail technique de la clé de talon, du pourquoi, du comment.
Une clé de talon, on appelle ça clé de talon parce que c'est pas, en fait, rien ne se passe au niveau du talon. C'est juste que quand on prend une clé de talon, c'est parce que la saisie se fait au niveau du talon. Mais l'action se fait sur le genou, d'accord? C'est le genou qui vient, qui vrille et qui saute. Alors, est-ce qu'il a choisi, alors juste une parenthèse, est-ce qu'il a choisi la clé de talon parce qu'il a senti qu'il y avait une blessure sur une des jambes puisqu'il avait des genouillères? Mais là, on est sur du 50-50 parce que tu sais pas laquelle jambe est touchée par la blessure. Ouais. Donc déjà, tu sais pas. Maintenant, alors je vous l'ai dit, la clé de talon, on ferme la parenthèse, la clé de talon, l'action se fait sur le genou. Maintenant, qu'est-ce qui tient le genou? L'articulation. Une articulation, ça tient que parce que autour, on a du muscle. D'ailleurs, on le sait qu'il y a des gens qui vivent avec les croisés jamais réparés, et parce qu'ils ont une bonne musculature, ça peut tenir toute une vie. Ça ne pose pas de problème. Les croisés sont réparés souvent chez les sportifs, mais pas chez les lambda. Et donc voilà, et on sait très bien, et c'est la preuve encore aujourd'hui, que quand tu as une musculature autour, donc quadri, ischio et mollet, du genou, ouais. À ce moment-là, si ton genou il tient, tu peux, la preuve est, faire un combat, puisque là on a vu Ngannou qui a fait tout un combat, il a fait 5 rounds avec les croisés, hein, les croisés rompus. Donc on voit qu'avec une bonne musculature, ton genou il peut tenir. Après, on ne sait pas si c'était rompu ou partiellement rompu. Oui. En tout cas, ils étaient lésés. En tout cas, ils sont lésés. Et on sait que voilà, sa jambe, elle a tenu. Alors après, est-ce qu'en plus, à la condition que ça soit la jambe blessée qui a été attaquée. Mais bon, voilà. On le voit, on le sait. Ngannou, au niveau des jambes, il a des poteaux. Il a des troncs. C'est vraiment... Et donc, une clé de talon... Ça me fait penser un peu à, comme pour ceux qui suivent le JB, un Toquinho. Oui. Tu vois, Toquinho, quand il se fait attaquer la clé de talon contre Gary Tonon dans son combat, il est serein. Tu sens que elle passera pas. Mais oui. Sa jambe, c'est un bâton. Et oui, et d'ailleurs, quand on connaît l'efficacité en clé de talon de Gary Tonon, tu te dis, voilà, c'est quand tu as des mecs qui ont des cuisses énormes et des mollets énormes, ne tente pas la clé de talon. Déjà, à l'avance, ils auraient dû en parler. Étant donné que c'est une soumission qui est appréciée par Gane, enfin, je sais pas, ils en ont peut-être parlé, tu me diras, j'en sais rien, je dis ça, je suis pas dans le camp de Gane, hein, mais ne tente pas la clé de talon. Jamais. Après, il est parti sur une clé de genou. Il a voulu faire une dernière transition sur une clé de genou. Alors c'est bien, dans l'idée c'est bien. Il a voulu encore une fois finir le combat. Maintenant, je trouve que, et je te le disais, c'est marrant, pendant le combat, je te disais à un moment, je te disais, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Tu sais, la clé de jambe, elle sert à soumettre, ou alors il faut la lâcher pour remonter. Le premier qui remonte, il a gagné. Ouais. Et souvent, malheureusement, les gens s'acharnent sur la clé de jambe et perdent, on l'a dit, la position. Et c'est une nouvelle fois ce qui s'est passé. C'est là où il avait la clé pour gagner et temporiser. Même, tu sais, même s'il savait qu'il n'allait pas tenir à Ngannou, il le gardait 1 minute, 2 minutes, tu sais, juste en se déplaçant un peu, en le contrôlant, en essayant de rester dessus. Et même si ça se relevait, tu vois, par exemple. Et bien tout ça, c'était du temps gagné. Et s'il repartait debout, il avait juste à se déplacer un petit peu. Il avait, tu vois, juste parce qu'il avait marqué ce takedown là, il avait juste à gérer en fait la fin du combat et gagner. Parce qu'on était à 3 rounds à 2 et il gagnait. Pour le coup, hein, ça aurait été peut-être une décision partagée, mais je pense que s'il avait géré la fin de combat après ce takedown-là, il gagnait le combat. Et il a préféré choisir la solution de facilité, entre guillemets, parce que ça n'en était pas une, de choisir cette tentative de clé de talon. Et là, Ngannou, il a fait ce qu'il devait faire. Il est remonté, il l'a contrôlé, et lui, avec son poids, ça y est, c'était fini. On a vu il n'a pas cherché, il n'a pas cherché à frapper, il n'a pas cherché à finaliser, il a contrôlé. Fin. C'est tout. Je gagne le round. Et c'est là où on dit qu'il a fait une Ousmane. Ousmane de l'époque. C'est celui qui qui voulait pas finir ses combats par KO, mais qui était dans le contrôle. C'est ça. Et c'était très bien fait. Et donc, 3 rounds à 2, décision unanime de Ngannou, pour Ngannou. Et c'est largement mérité, et c'est là où il a fait, mais alors, pas mentir, mais en tout cas, déjà il a fait taire beaucoup de monde qui disait qu'il était, même nous qui disaient qu'il n'était pas capable d'aller au 5e round. Juste là-dessus, pas sur le fait qu'il n'était pas capable de gagner et qu'il n'avait pas progressé, parce que ça on l'a dit. Moi je voyais Ngannou vainqueur. Hein. Non, oui, mais tu voyais Ngannou vainqueur comme tout le monde, premier ou 2e round. Par KO, exactement. Là j'en parlais à tout le monde dès que je disais, parce que moi je voyais Gane au 4e round, ce qui aurait pu être possible en soi. Hein. Si t'as pas la première amenée au sol, ça aurait pu être possible. Ça en prend le chemin. Ouais, ça en prend le chemin. Et donc comment... je sais plus, merde, je me suis coupé tout seul. Ah, bref, oui, non, si, personne, quand je parlais aux gens à l'extérieur et que je donnais Gane au 4e round, c'est marrant, il y en avait beaucoup
qui me disait ah c'est chaud, ah tu sais, il me regardait avec un air genre putain tu crois à ça toi, tu vois. Mais parce que mais si j'avais dit je donne mon pronostic Ngannou à la décision, tout le monde m'aurait rayonné, tu vois. Et d'ailleurs personne n'a pris ce risque-là. Personne n'a dit Ngannou ira au bout. C'était ça passe le deuxième round, tout le monde disait ça, n'importe quel analyste a dit ça. Ça passe le deuxième round, Gane gagne le combat. Ouais, tout le monde. Plus ou moins ça. Oh, c'était plus, il n'y avait même pas le moins. Hein. C'était plus ou plus ça. Je dirais, je vais remasteriser l'expression. C'était plus ou plus ça. Il me semble que j'ai entendu un prono où quelqu'un disait que c'était pas impossible que Ngannou gagne la décision. Un podcast français. D'accord. Bah, ok. Ça me parle. Ça me parle. Je veux pas dire de nom. Je réécouterai et je te le dirai. Ouais, parce que je l'ai pas entendu. Pourtant, je sais que sur ce combat, j'ai écouté pas mal de choses. Et j'ai pas entendu ça. Mais c'est possible, hein. C'est possible que quelqu'un l'ait prédit. Mais bon, t'as une personne dans le monde qui l'a prédit. Non, mais en tout cas, il a dit que c'était une possibilité. Voilà. Mais t'as une personne dans le monde qui a eu cette possibilité-là, qui était visionnaire à ce point-là, tu vois. Donc, n'empêche, tu mettais un billet là-dessus, t'étais bien. Oh, t'étais bien. Ah, t'étais vraiment bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ngannou, déjà, enfin sur ce qu'on peut faire, si on fait le bilan en fait des deux combattants séparément. Ngannou, il a prouvé ce qu'il a dit dans la conférence de presse, c'est-à-dire qu'il travaillait tout. Bon, ça on le voit, hein, de toute façon, ça fait depuis sa défaite contre Miocic que le mec vraiment s'est mis à comprendre que c'était pas qu'une machine à KO et qu'il fallait que s'il voulait durer dans le game, qu'il fallait qu'il soit meilleur dans tous les domaines. Et il s'y acharne. On avait dit, il avait travaillé avec Ilir Latifi. Enfin, de toute façon, il a Extreme Couture. Extreme Couture, c'est une team qui est réputée aussi pour la lutte, hein, et donc on sent que c'était le bon endroit pour lui pour progresser. Tu sais, pour progresser dans ces domaines-là. Et là, il a prouvé qu'il avait progressé dans ces domaines, même si on voit quand même que, même si techniquement il a progressé, on sent que sa puissance joue énormément dedans. Après, c'est pas, moi quand je dis ça, c'est pas négatif. Hein. Il a cette arme, il en profite. Il utilise, bien sûr, il utilise son arme. Il a totalement raison. Mais qu'au sol, il lui manque encore des choses. Tu vois. Moi, à mon sens, il contrôle parce qu'il est lourd, mais il lui manque encore des choses. Je pense qu'avec le temps, il a encore une marge de progression. Vraiment, il peut encore, ne serait-ce que améliorer ses contrôles pour le Grand Pound. Tu vois. Bien sûr. Ça va venir aussi avec la confiance. Oui. Tu vois, finalement, Ngannou au-dessus en combat, c'est une des premières fois qu'on voit ça. Ngannou qui lutte en combat. Donc, il faut prendre confiance en soi. C'est ça. Donc moi, j'ai hâte de voir la suite. Et j'espère sincèrement que le prochain combat sera contre John Jones, pour lui. Il a dit qu'il n'était pas intéressé. Hein. Les gens ont fait ce raccourci-là, à mon sens. Hein. Enfin, après, je sais pas, moi j'ai peut-être compris différemment la chose. Les gens ont fait un raccourci en disant, parce qu'on a vu sortir après une phrase sortie du contexte, Ngannou n'est plus intéressé par John Jones. Mais quand tu écoutes la conférence de presse, il dit, la suite devait être John Jones, ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi, je suis passé à autre chose. Mais le fait qu'ils disent, je suis passé à autre chose, ne veut pas dire qu'il ne veut pas l'affronter. Il dit juste, voilà, ça s'est pas fait, je sais pas pourquoi, j'étais pas dans les petits papiers entre Dana White et John Jones, donc je me suis pas acharné. Tu vois, je suis passé à autre chose, mais il a pas dit qu'il fermait la porte à un combat contre John Jones. Hein. Non, mais de toute façon, si on lui propose, je le vois pas refuser, personne va refuser John Jones. Mais non. Personne. Donc c'est pour ça, moi, de toute façon, la suite logique, c'est John Jones. Alors, à moins qu'il lui mette Miocic, une trilogie contre Miocic. C'est possible. De toute façon, il y a que 3 issues. Soit tu fais John Jones, ce qui serait logique. Soit tu fais la trilogie avec Miocic, soit tu fais une revanche contre Gane. Il n'y a que ça en vrai. La revanche contre Gane, j'aimerais bien la voir. Alors, ouais, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que on l'a dit dans notre prono d'avant combat. Gane, il a eu que des strikers. Tu vois. Et là, on l'a vu en difficulté sur la lutte contre un mec qui n'est pas un lutteur, qui est juste très puissant. Oui. J'aimerais bien le voir contre un Curtis Blade qui a des takedowns de fou, ou même contre un Stipe. Tu vois, tu fais Jones Ngannou et tu fais Stipe Gane. Alors, tu vois, je vois plus. Pour moi, le plus gros challenge pour lui, c'est pas Curtis Blade. Je pense que Curtis Blade, il est pas assez mobile.
Ouais, enfin si, il est pas assez mobile. Non, non, attention. Il est mobile puisque lui aussi fait du in and out et tout ça, donc on le voit, il est justement, quand j'avais déjà comparé, enfin je sais plus pour quel combat j'en avais parlé, mais il fait du in and out et il est bon là-dedans, tu vois. Ce qui lui permet aussi de rentrer bien sur tes takedowns, de bien mixer sa boxe et ses takedowns, tu vois, de camoufler Ouais. ses takedowns avec la boxe. Mais pas, pour moi, il est pas assez complet. Il a pas assez d'armes. Alors après, juste la lutte, hein, ça peut suffire. Mais pour moi, il a pas assez d'armes pour stopper Gann, qui a prouvé quand même qu'il était quand même bon sur les défenses de takedown. Même si, on va en parler après, il y a encore des choses à travailler, tu vois. Mais sur les phases de lutte, je l'ai pas trouvé ridicule hein, sur les phases de lutte. Bien au contraire. Non, il est pas ridicule sur les Tu phases de vois, lutte. Mais comme on dit, Ngannou, c'est pas un lutteur. non, non, c'est pas un lutteur, mais tu vois, je pense qu'il a été plus bouffé par la puissance que par la technique, et justement. Et c'est pour ça, attention de ne pas faire l'erreur de se dire qu'un technicien lutteur pourrait l'amener au sol plus facilement. C'est con, hein, mais la puissance peut tout basculer. Ah non, mais ça Parce c'est que clair. tu regardes, il y a un moment, et c'est justement cette phase pour moi, c'est là où j'ai pris conscience de ça. Il se fait ceinturer. Tu sais, la prise de l'ours. Ouais. Quand tu te fais ceinturer et que tu mets le front sur la poitrine, tu vois. Ouais, Et ouais, tu il met double vois, underhook, et tu le vois brise-rein, là. mais Tu et vois son oui, visage, hein. et voilà, c'est ça. Tu vois sur son Tu vois visage, qu'il a mal, il grimace. il grimace. Et donc, alors qu'il y a d'autres personnes qui luttent, hein. Et parce que tout le monde lutte, enfin, tu sais, tout le monde a de la lutte. Et tu vois que de toute façon, il arrive très bien à remettre les bras sous les aisselles. Il est toujours confiant, il est toujours mobile. Et donc c'est pour ça que je te dis, Curtis Blade, je suis pas sûr qu'il ait la faculté, en plus avec ses déplacements et tout ça, de l'amener au sol facilement. Je pense que Miocic, c'est plus un client pour lui. Un client pour lui parce que plus complet, parce que plus belle boxe, parce que je pense que tu sais le fait d'avoir une boxe qui potentiellement pourrait lui faire comment dire, le mettre plus en Lui faire difficulté mal. avec lui faire Lui mal et le faire mettre mal. plus en difficulté avec sa boxe parce que Miocic il a une super boxe. Là pour le coup, le fait de mixer et d'aller au sol après sur des takedowns et tout ça, je pense qu'il peut plus le surprendre entre guillemets. Tu vois, il aura moins ce côté omniscient, omniprésent, omnipotent qu'il a, tu sais, dans les combats où il faut à tout venir. Tu sais, quand tu as un mec qui vraiment te met plus en difficulté sur un domaine, bah, tu visualises moins les autres domaines. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, moi, j'aimerais le voir contre un Miocic. Le vrai test pour moi, le test ultime, c'est Miocic. Bon, et aussi John Jones, parce que John Jones, on sait qu'il est complet de partout aussi, qu'il a Ouais, mais son John Jones, allonge. là, il y a une inconnue, là. Ça fait Il y a trop une longtemps qu'on inconnue. l'a pas Oui, vu oui, combattre. C'est son premier combat en lourd, c'est... on est d'accord, on est d'accord. Mais bon, en tout cas, sur le papier, c'est un Sur le combat papier, intéressant. oui, c'est C'est un clair. combat intéressant. Donc voilà, mais effectivement, donc moi revoir une revanche tout de suite, ça me choquerait pas. C'est plus parce qu'il a la capacité de réajuster. Faut pas qu'elle soit trop rapide, mais il a la capacité de réajuster quand même Gann, parce que franchement, il avait la possibilité de gagner ce combat, hein. Vraiment, je le dis, je le répète, le tournant du match, c'est quand il envoie son front kick attrapé, il envoie un front kick un peu haut, c'est l'erreur. Enfin, l'erreur entre guillemets, tu vois, C'est c'est une même pas erreur, une ça arrive. erreur. C'est Non, c'est même pas une pas une erreur. erreur. C'est pour ça que je dis entre guillemets, c'est pas une erreur, c'est juste que ça a basculé le match. Mais si il se passe pas ce fait de match, entre guillemets, l'issue peut être complètement différente. Parce que Ouais. Ngannou ne cherchera peut-être pas la lutte, parce qu'il n'aura pas entamé Gann. Ouais, c'est Gann ce ne que je t'ai dit. ouais, voilà, c'est ça, S'il n'y a pas cette amenée-là, là, peut-être qu'il essaye même pas de le lutter. c'est ça. Parce que jusque-là, Gann, il gère bien la lutte. Donc c'est pour ça. Moi, une revanche ne me déplairait pas. Ensuite, voilà, c'est soit la revanche. Ouais, en fait, les trois me déplairaient pas. Enfin, encore, non, Miocic, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Enfin, je suis pas hypé trop pour la trilogie contre Miocic. Je Non, serais, moi je non serais plus. content, je serais content pour Miocic parce qu'il la mérite cette trilogie, dans le sens où ça a été un des plus grands champions lourds de l'histoire de l'UFC et donc il mérite cette trilogie juste par respect pour lui, mais on sait que l'UFC respecte personne, donc donc j'y crois pas trop. Ngannou pour Ngannou, n'importe quoi. Jones pour le fait de Pour voilà, l'histoire. tu vois, pour l'histoire, j'y crois un peu plus. Surtout que je pense que Jones, là, il acceptera n'importe quoi. Je pense qu'ils l'ont fait mariner pour le casser psychologiquement. Et donc là, il acceptera le combat quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est possible. Et la revanche. Après, on verra en fait ce que ça a donné en termes de pay-per-view. Je pense que la revanche, le pay-per-view va nous dire si oui ou non il y aura cette Clairement. revanche ou pas. Clairement. Ouais. Donc voilà.
À voir, à voir. Mais le combat était tellement serré, entre guillemets, enfin serré, non, parce qu'à partir du moment où il y a des takedowns, tu vois, il y a de la domination au sol. Mais le combat, il aurait pu tomber tellement de part et d'autre que la revanche, pour moi, elle n'est pas déconnante. Même immédiate. Même immédiate. Parce que de toute façon, Gane, il va rouler sur tout le monde. Ngannou, il va rouler sur tout le monde. Sauf l'inconnu John Jones. Voir ce que ça va donner, en plus avec ses rouleaux dans son coin et tout ça. À voir. Donc, à voir. En tout cas, voilà. Ensuite, si on parle de Gane, pour finir. Parce que là, c'est long. Encore un long podcast de notre part. Si on parle de Gane, donc, bon, striking, rien à dire. Il a été dominant. Non, rien à dire. Ouais. Moi, voilà, le truc qui m'a manqué, c'est qu'il a pas utilisé son jab comme d'habitude. Il l'a beaucoup moins utilisé. Ouais. Il était plus en attaque de jambes, ça a marché, hein. Mais je pense qu'il aurait dû plus se servir de son jab parce qu'à chaque fois qu'il l'envoyait, ça touchait. Je suis d'accord. Non seulement ça touchait, et en plus on sentait que Ngannou, comme on a dit, hein, il avait pas cette explosion qui fait qu'il pouvait encaisser le jab volontairement, même le laisser le mettre et contrer. Il pouvait pas faire ça. Gane était toujours ressorti au bon moment, donc il aurait dû capitaliser sur ça à mort. Ouais, je suis d'accord. Soit ressorti, soit il bloquait bien, soit, enfin, il était toujours, enfin, il était jamais en danger, Non. Mais bon, en striking, en tout cas, du début à la fin, il est dominant. Il a survolé. Jamais. Ouais, voilà, c'est vraiment, pour le coup, encore une fois, hein, s'il était resté là-bas, il aurait annihilé le jeu de Ngannou. En lutte, moi, je l'ai pas, enfin, bien sûr qu'il a encore de la progression à avoir, mais honnêtement, je l'ai trouvé bien. Lutte à la cage, il était bien. Le single leg, parfait, comme on a dit. Après, il se fait amener, mais bon, il y a le facteur puissance, on l'a dit. Le facteur puissance, ça change tout. Donc vraiment, ça a joué énormément dans le combat. Et par contre, c'est au sol. Au sol, là, Cyril Gane, si tu m'écoutes, peu de chance que ça soit le cas, mais si tu m'écoutes, travaille tes bases. Prendre l'expérience au sol. Ouais, non, mais bien sûr qu'il le sait. Mais même si tu le sais, visiblement, tu vois, c'est pas fait correctement. Il a cette possibilité, il a cette plasticité. Alors c'est dur après cette nuit, cette plasticité pour pouvoir être bon au sol. Tu vois, il a le physique, il a la souplesse, il a l'intelligence. Parce que on va pas se mentir, hein, être bon au sol, c'est être aussi très intelligent. On est très intelligent, toi et moi. Non, je déconne, on est nuls. Non, il faut avoir cette intelligence qu'il a. Il a toutes les armes pour être bon au sol. La preuve, c'est qu'il apprend des techniques de haut vol. Tu vois, encore une fois, là, il pêche. Tu sais, le côté un peu. Le beau geste. Non, il y a le beau geste, mais tu sais, le côté un peu enfant. Tu sais, qui est là, qui survole, qui s'éclate, qui s'amuse. Il est là. Je suis là, je m'amuse, tu vois. Donc je m'amuse, donc au sol, qu'est-ce qui est marrant? Et on le sait, hein. D'ailleurs on en a parlé souvent, tu sais, pour garder des élèves. Qu'est-ce qui amuse les élèves? C'est de faire des beaux gestes, des grosses soumissions, des trucs comme ça. Mais le sol, c'est un travail de fourmi. Si tu veux être bon au sol, il faut que... La soumission, c'est la dernière étape. Passage, placement, positionnement, tu vois, contrôle, soumission. La soumission à la volée, elle peut arriver, bien sûr. Mais dans tous les cas, il faut que tu maîtrises tout le reste. Et il faut que tu saches quand lâcher une soumission. D'autant plus en MMA où quand tu perds une position, on l'a vu, ça peut changer toute la donne d'un combat. Mais oui. Et il faut savoir abandonner une position, il faut savoir fuir pour revenir, ce qu'il fait très bien en boxe. Mais il faut le faire au sol aussi. Il aurait dû sentir le moment... Tu vois, nous on pratique le sol. Tu vois, moi ça fait des années qu'on pratique le sol, on enseigne le sol. Et j'ai senti le moment où tu vois, quand je te l'ai dit, relève-toi, remonte. C'était fini, tu vois. Tu sens quand c'est plus possible, quand ça ne marchera pas. Tu vois, ce timing, si t'es dans le bon timing. Quand t'es plus dans le bon timing, c'est trop tard. T'as perdu ta position et t'es dans la merde. Donc, et il lui manque ça. Il lui manque toute cette logique, en fait. Il lui manque la logique du sol. Vraiment, quand je dis logique, en fait, c'est pas... Il a une logique. Mais quand je dis la logique du sol, c'est le cheminement, tu sais. Savoir le tempo. Ce qu'il a parfaitement en boxe, ce tempo au sol. De se dire, c'est maintenant qu'il faut faire ci, c'est maintenant qu'il faut faire ça, c'est maintenant qu'il faut que je passe la garde. Tu sais sentir être dans le bon tempo. Voilà, c'est vraiment ça, être dans le bon tempo du sol, tu vois, avoir le rythme. Ouais, mais je me fais pas de soucis pour lui. Ça va venir, tu sens que de toute façon, le mec est doué partout. Oui.
et il va travailler sur ça. De toute façon, il a plus le choix de travailler sur ça. Bien sûr. C'est simple, une fois qu'on a exposé tes faiblesses dans un combat, bah on sait que tout le monde va se caler sur ça, tu vois. Donc il a plus le choix que d'être bon, de gérer dos au sol et même au-dessus. Mais oui, mais surtout qu'il a montré des belles choses parce que quand il attaque la clé de talon, la deuxième, quand il attaque la clé de talon, parce que la première, il la prend comme il a fait lors de son précédent combat, là, tu sais, où il Ouais, gagne par clé de talon, ouais, ouais. justement. Il est Il dans apprend la la volée un peu. demi-garde, voilà, il vient, il se met accroupi et il prend la clé de talon à la volée. Bon. Mais la deuxième, il était en demi-garde parce que Ngannou était déjà remonté. De la demi-garde, il vient, il En fait, roulant. il Magnifique, enroule il enroule. l'adversaire. Mais ouais, c'est magnifique. Techniquement, c'est propre. Franchement, techniquement, c'est propre. Il prend la clé de talon, il la prend bien. La seule erreur qu'il fait dans sa clé de talon aussi, et ça c'est ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que c'est au niveau des jambes. En fait, il s'est concentré sur le talon, mais c'est ses jambes qui n'étaient pas verrouillées. Il était loin Ouais. d'Ngannou, tu sais. La clé de talon, en fait, ce qui maximise la réussite de la clé de talon, c'est comment tu vas pousser avec tes hanches. Finalement, faire réussir une clé de talon, c'est pas tordre le talon. Ça, allez, sur 10, c'est 3. Moi, à mon sens. Hein. Sur 10, c'est 3. Prendre le talon correctement et le faire vriller, sur une clé de talon de 1 à 10, c'est 3% alors sur 100, on va dire, c'est 3% de la réussite. Donc 5%. 30% Allez. là. 5% c'est 5. tout? Non, non, attends. Alors, attends. Non, c'est vrai que je disais de 1 à 10. C'est 30% de la réussite, si c'est sur 100. 30% de la réussite. D'accord? Ensuite, c'est le positionnement, le fait de verrouiller tes jambes. Alors, je ne vais pas mettre les pourcentages pour tout, mais c'est comment tu vas être assez proche de ton adversaire, d'accord? Je veux dire de sa jambe, de ses hanches. Enfin, tu sais, comment tu vas rentrer correctement. Il faut que tes jambes elles soient sur le haut de la cuisse, d'accord? Comment tu vas serrer tes genoux, tu vas serrer tes cuisses pour bien le contrôler. Comment tu L'axe de vas sa jambe aussi. l'axe de sa jambe, comment tu vas pousser avec tes hanches, parce que c'est la contrainte des hanches qui vont pousser le genou aussi, qui vont maximiser la réussite de la clé de talon, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Et après, ce qui fait la réussite de ta clé de talon aussi, c'est d'anticiper la sortie. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que si l'adversaire commence à rouler pour tourner, pour sortir ou se relever, c'est comment tu vas visualiser la suite pour pouvoir Comment tu la vas suivre, reprendre. ouais. Voilà, pour pouvoir la reprendre dans une autre position. Et là, il s'est concentré sur le talon. On le voit, il vient, il tire tout ce qu'il peut sur le talon. Ouais, Et et c'est pas moi, ce qu'il faut. quand il fait ça, je fixe le genou d'Ngannou et je Il vois bouge que ça pas. bouge pas, ça Et oui, tourne pas, il y a rien qui bouge. il n'y a Et même tu pas sens que ouais. Ngannou il est serein en plus. Ouais, Tu ouais. le sens. Il n'y a pas un début de rotation. Même pas. La Ouais. jambe, il est gainé, il est tendu et tu sens que ça va pas bouger. Et c'est ça, et oui, chose que j'ai oublié de dire, il faut plier la jambe de Bah, l'adversaire c'est pour ça que je dis pour une clé de l'axe de talon. la jambe, je l'ai Oui, dit, ouais, l'axe de la jambe. j'avais pas compris ça comme Quand je ça. dis l'axe de la jambe, ouais, il était tendu, il avait la jambe tendue, gainé, donc rien à L'angle, craindre. donc l'angle de la jambe. Voilà. En fait, parce que quand vous attaquez une clé de talon, il faut faire pression aussi, il faut faire pression avec les côtes sur le pied. Enfin, tu sais, tu viens comme si tu ramenais, c'est pour l'image, comme si tu voulais ramener avec tes côtes le talon à la fesse. Tu Ouais, sais. Donc, ouais. pour plier la Je jambe le et fais pour. là, vous me voyez pas, mais je suis en train de le faire. Ouais, il est en train de visualiser, il fait du air clé de talon. Là, en live, moi je le vois, il fait du air clé de talon. Et il n'arrête pas. C'est ça le pire, c'est qu'il n'arrête pas. Jusqu'à demain, il va être là, à faire le mouvement de côte pour venir faire avec les talons. Enfin, donc pour dire qu'il manquait beaucoup de détails techniques. C'est-à-dire que voilà, il l'a fait, il l'apprend, c'est bien, mais il manquait beaucoup de détails techniques pour finaliser la clé de talon sur une jambe comme Ngannou, comme une jambe de Ngannou, tu vois. Ouais. Donc, et même avec tous les détails techniques, c'est même pas dit qu'elle passe. Je le dis, je le répète, c'est même pas dit qu'elle passe. Et c'est là où on voit le petit manque de maturité. C'est ça, mais c'est normal en même temps. Et d'ailleurs, Joe Rogan lui a dit, enfin, la chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que le mec, en 3 ans, il est numéro 1, contender à la ceinture. Il fait un combat qui est De fou. loin, mais très loin d'être ridicule. Parce que c'est même un excellent combat qu'il fait contre Ngannou. Il fait ce que personne n'a fait contre Ngannou, d'ailleurs. Stipe au premier combat. Stipe au premier combat, et encore. Parce que Stipe au premier combat, il a laissé des cartouches de vie dans le combat. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Stipe, il est dominé en boxe au premier combat. Mais oui, Enfin, sur les premiers rounds, il y a des alertes de fou. Même au mais oui. troisième round, il y a une alerte. Donc, il a fait mieux que Stipe. À mon sens, il a fait mieux que Stipe Miocic. Parce que, bon, il a quelques marques. Mais c'est tellement vite fait. Il a jamais été mis en danger une seule seconde. Une seule Ouais. seconde. C'est que du contrôle. C'est une victoire à l'expérience.
il a jamais été mis en danger. Je me suis jamais dit, waouh, c'est chaud pour lui. Tu vois? Non. Par contre, à l'inverse, on était là, waouh, c'est chaud pour Ngannou. Il y a eu des moments où on se disait, waouh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, il se fait dominer. Ah là là, et il prend. Ah, le high kick. Ouais, parce qu'on le sentait fatigué. Mais oui, donc, je voyais plus, moi, franchement, vraiment, jusqu'à ce que il y ait le tournant du match. Pour moi, c'était plié. Pour moi, c'était plié. Donc bon, voilà. Mais bon, voilà, ça prouve que, justement, et il le sait, hein, de toute façon, parce qu'il l'a dit dans les interviews, il sera vainqueur par la défaite aussi, parce que voilà, ça lui donne aussi les axes d'amélioration à suivre. On perd ou on apprend. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas cette expérience, mais elle est tellement vraie. On perd ou on apprend, et il y a des axes d'amélioration, et il faut en tenir compte. Alors, on perd ou on apprend, c'est vrai dans certains cas, mais pas toujours, tu vois. Et là, pour le coup, avec tout ce qu'ils ont montré, là, c'est vrai. Oui, quand il y a eu un combat comme ça sur 5 rounds où on a vu énormément de choses, là, t'apprends. Je suis pas sûr que Rozenstruik ait appris grand-chose quand il a affronté Francis. Là, tu vois, si tu lui sors la phrase, je crois qu'il te met un coup de boule. Ouais, si, il a appris le sens de la vie. Je pense que derrière, après avoir survécu à ça, je pense que tout a plus de goût, tout a plus de saveur. Oh, je suis pas sûr. Bon, tu remercies le ciel d'être encore vivant. Surtout sur les KO d'Ngannou, c'est pas le KO qui me fait flipper, c'est le gros coup de marteau qui te met à 99% du temps derrière. Systématique, à tout le monde. Tu sais, c'est le point final, tu sais. C'est le point final à chacun de ses combats, c'est sa signature. C'est la signature. C'est la signature. Et c'est celui-là, en fait, où tu peux y laisser ta vie, tu sais. Parce que t'es plus en capacité de l'encaisser, puisque t'es mort. T'es mort, t'es déjà KO, ouais. Oh, laisse tomber. C'est pour ça, je respecte mieux aussi de vouloir retourner dans la cage après ce qu'il a vécu là. Tous ceux qui retournent dans la cage après avoir vécu un KO d'Ngannou, je les respecte. Je les respecte fort, du plus profond de mon cœur. Bref, bon, je pense qu'on a fait le tour. Juste un petit mot vite fait, Figueiredo Moreno. Sacré combat. Ouais, franchement. Sacré combat. On s'est trompé sur notre prono. Hein. Ah, ben comme tout le monde, en vrai presque. Enfin, pas tout le monde, mais comme beaucoup. Sincèrement, enfin, je voyais pas ça. Hein. Là, on sent que l'impact, là, sur le long terme, de Cejudo dans le coin de Figueiredo, vraiment, il est très très important. Il était beaucoup plus canalisé, toujours aussi puissant. Il était très bon sur sa lutte. Vraiment, bon, même s'il a eu des contrôle à la cage. Ah ouais, il y a eu des alertes. Tentatives. Il y a eu des alertes parce qu'il a pris quand même, il a été un peu connecté par la boxe de Moreno. Moreno, il a fait un sacré combat aussi. Hein. Attention, il a fait un sacré combat. Mais à un moment, il est touché. D'ailleurs, je me demande pourquoi Moreno n'accélère pas. Je crois que c'est dans le 3e. Ouais, où tu le sens, où il est. Il le regarde, il est hagard. Tu sens qu'il titube. Ouais, il titube. Ouais. Il a quelques secondes où il est pas là. Mais sinon, franchement, c'était lui le champion dans la cage. Il a géré avec un bon travail en low kick. Plusieurs fois, il l'a déséquilibré. Ouais. Donc tu sentais que Moreno, il a eu du mal à s'installer dans sa boxe, alors que c'est sa force. Il a une grosse boxe anglaise. C'est ça. Mais sur ses entrées, il le fauchait. En fait, il le tapait au mollet. Il mettait les calf kicks. Il le faisait chuter dès qu'il rentrait. Donc ça, franchement, ça fait douter grave. Tu te dis, à chaque fois que je rentre, je tombe. Je suis déséquilibré. Et non, franchement, je pensais qu'il allait pas tenir le rythme. Je le voyais un peu ralentir, moi, 3e, 4e. Et finalement, il a géré. Hein. Mais si, parce que justement, dans sa gestion du combat, il était pas comme d'habitude, quoi. Il était moins foufou. C'était pas un combat foufou comme les 2 premiers, tu vois. C'était un combat qui était vraiment posé, mais un très beau combat où on a vu beaucoup de choses. Intelligent. Et franchement, c'était très intelligent. Et de toute façon, là, cette soirée-là, ça a été le signe de l'intelligence. J'ai vu que c'est le main event et le main event. Ah oui, d'accord, ouais. Parce que non, je parle du co et du main event. Ouais. C'était vraiment... c'est l'intelligence qui a gagné. Ouais, parce que j'ai vu que ces deux-là. Je vous cache pas que je donne un cours à 10h. J'ai pas fait la nuit blanche, hein, je vous le dis direct. Donc, qu'est-ce que je voulais dire oui, et c'est là où aussi on voit l'impact de Cejudo mental sur ses athlètes. Et là, on voit, hein, il a dit, je veux arracher la tête de Moreno et ramener la ceinture à Cejudo. On sent que, en tant que coach, il est vraiment respecté de ses athlètes. Mais déjà à juste titre, hein, parce que le mec est un immense champion. Et tu me disais, et ça j'avais pas entendu, que John Jones aussi avait parlé du respect qu'il avait envers Cejudo, qui remettait les choses en place, et que techniquement, d'amener au sol, qu'il amenait au sol John Jones du haut de ses 75 kg, enfin je sais pas combien il fait dans la vie normale, mais... je sais pas, mais voilà, il a grossi, mais il est tout petit, quoi, c'est un nain. Ouais, voilà. John Jones. En tout cas, un John Jones poids lourd qui fait 114 kg, voilà, il se fait amener au sol par Cejudo. Donc déjà, ça montre déjà la technique, niveau et la le niveau mentalité technique, du mec, c'est ça.
Et on sait que ce mec-là, il part de nulle part et il s'est construit lui-même. Il a un mental à toute épreuve. Et là, on voit qu'il arrive à transmettre ce mental aux personnes qui coachent. Donc, plus d'être un bon coach technique, c'est un super coach mental, visiblement. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner les athlètes coachés par Cerudo sur le long terme. Vraiment. De voir, parce qu'on parle souvent des meilleurs coachs. Et là, on sent que voilà, il commence à se tourner aussi vers cette casquette-là de plus en plus. Et on a vu avec Weili Zhang, d'ailleurs, ça n'a pas payé parce qu'elle a perdu, mais on a vu quand même du changement dans son style et qui aurait pu payer parce que la victoire, il y a victoire, mais elle est très serrée. Elle est légitime, mais elle est très serrée. Là, on voit et on sait que c'était pas complètement lui son camp, tu vois. Il y avait encore, elle garde son camp précédent. Mais visiblement, pour quelqu'un qui est coaché par Cerudo de A à Z, visiblement, ça porte ses fruits. Donc j'ai hâte de voir sur le long terme ce que ça va donner quand même. Donc c'est pour ça que j'ai hâte aussi de voir Jon Jones et de voir les ajustements faits avec une autre équipe que la Jackson Wing. Bah clairement, quand tu es avec un mec comme Cerudo, tu vas améliorer ta lutte. C'est sûr que Jon Jones, l'objectif pour lui, c'est de retrouver sa lutte. On l'a vu clairement qu'il l'avait perdu. Il avait perdu sa lutte sur ses derniers combats. Bah, la lutte, en fait, mais c'est comme tout, hein. Quand tu n'utilises pas quelque chose, même si tu étais très fort avant, bah, ça disparaît. C'est comme ça. Tu perds les automatismes. C'est clair. Donc bon, en tout cas, ouais, sacré changement dans le style de Figueiredo. J'avais pas du tout vu ça, et toi non plus, et personne d'ailleurs, enfin, peu de monde d'ailleurs. Et franchement, bon changement parce que déjà que avant Moreno, j'avais du mal à voir Figueiredo perdre. Mais alors avec un Figueiredo comme ça, il va garder la ceinture longtemps. Il va, surtout vu la catégorie, il va garder la ceinture longtemps. Vraiment. Donc respect parce que franchement, et sacré combat. Franchement, c'était un vrai plaisir à voir. Bon, nous sommes à 1h11 de podcast. Hein, on n'arrive pas à faire la base, on devait faire 15 minutes, tu m'avais dit. Qui 15 minutes? Moi, j'ai dit ça. À la base, ouais, à la base. Mais je suis pas fiable. On peut pas me faire confiance. Je vois ça, ouais. 1 heure de plus. J'aime trop parler. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce premier podcast review, et vous enflammez pas, il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Hein. Je vous le dis direct, parce que je vous dis, je donne un cours à 10h le dimanche matin, donc je peux pas passer des nuits blanches. Donc je continuerai à écrire des petits textes. En plus, vous appréciez ça. Donc, mais là, on est obligé de le faire. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a été bon dans l'exercice. N'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus, d'ailleurs. Ça nous motivera à en faire d'autres, d'ailleurs, si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. C'est super. Vraiment, vraiment, merci à vous. Continuez à nous faire grossir. Là, on a pris énormément d'abonnés pour ce combat. On a fait un record de vues pour ce combat, l'analyse pronostic. Donc, on est super content. On est grave motivé. Donc n'hésitez pas à continuer à nous donner de la force. Franchement, c'était super. Bon, yes. Bon, bah même si le soleil se lève, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Ciao.